C'est une opération qui consiste, comme l'indique l'expression appel public à l'épargne, à faire appel à l'épargne publique pour investir dans un titre. Donc ça correspond dans l'inconscient collectif aux introductions en bourse. Et je donne l'exemple de la Française des Jeux qui est intervenue il y a quelques années, entreprise que tout le monde connaît, dans lesquelles les Français ont pu investir en actions. Donc ça, c'est un exemple type d'appel public à l'épargne. Mais plus globalement, en dehors des opérations strictement boursières, il est tout à fait possible de faire appel public à l'épargne hors les marchés, en ouvrant par exemple son capital à la souscription du public, c'est-à-dire qu'on communique largement en offrant à quiconque la possibilité d'investir au capital d'une entreprise. Ça, c'est un exemple type et c'est souvent associé à une réduction d'impôt pour le particulier qui investit, par exemple. On a également d'autres types d'opérations qui sont sous forme d'obligations, de titres de créance ou d'autres formes de titres. Ce qui est important, c'est que c'est du titre qui offre à nouveau la possibilité de souscrire à l'ensemble du public. Et ça, d'un point de vue réglementaire, c'est appréhendé par le droit boursier, qui est assez précisément réglementé et assez sévèrement sanctionné potentiellement. Généralement, la première raison qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est évidemment pour se financer, puisque la souscription qu'on ouvre au public, qu'elle se matérialise à travers des actions, des parts sociales ou des obligations, va permettre à l'entreprise de lever des fonds. Donc c'est une levée de fonds public et pas privé, à la différence strictement du private equity, où là on est sur des opérations purement privées, là on est sur du public, mais hors les marchés boursiers. Donc effectivement, la première raison, c'est se financer, mais quand on se finance, qu'est-ce qui conduit à faire un appel public à l'épargne plutôt qu'une autre voie de financement ? En France, il est vrai qu'une entreprise, généralement pour se financer, va d'abord aller voir sa banque pour obtenir un prêt, un découvert, enfin une autre modalité de financement. Et donc généralement, une entreprise qui va commencer à réfléchir à appel public à l'épargne aura déjà vu sa banque, aura eu un financement bancaire, ou en tout cas les conditions pour en obtenir un, ou pas, mais va de toute façon considérer que ce que la banque finance, donc, ou pas, n'est pas suffisant. Et donc va chercher à lever des fonds autrement. Et donc soit c'est à travers des fonds propres, donc généralement une ouverture du capital, donc des actions ou des parts sociales qui sont émises. Et là, ça peut même avoir un effet de levier, c'est-à-dire que souvent les banques ont un ratio de dette sur fonds propres, et donc le fait d'augmenter ces fonds propres va permettre aussi de s'endetter davantage. Donc c'est quelque part une opération de financement combiné, on va dire, où on peut avoir des typologies de financement d'ordre obligataire, c'est-à-dire des titres de créance, qui vont s'ajouter de la même manière à la dette bancaire, mais qui vont au-delà des ratios que la banque a accepté de prêter, et donc qui vont généralement être associés à une prise de risque supplémentaire pour les investisseurs en obligations. C'est ce qu'on rencontre aussi dans le secteur des LBO sur la dette mezzanine, qui est une dette qui est plus risquée, donc généralement qu'on appelle in fine, plus long cours, avec des intérêts plus élevés, parce qu'une prise de risque supplémentaire. C'est généralement comme ça qu'on va commencer à penser appel public à l'épargne. Après, il y a deux aspects assez importants qu'il faut considérer dans ce type d'opération. C'est d'une part les activités B2C, sur des entreprises qui sont des startups ou d'autres entreprises qui ont une production ou des services destinés au grand public. Le fait de faire un appel public à l'épargne, c'est aussi une opération marketing et stratégie de commercialisation de titres et de communication qui a un effet des multiplicateurs sur la notoriété de l'entreprise. Et donc c'est quelque chose auquel ces entreprises-là vont être plus ouvertes et auront même plus intérêt à recourir que d'autres entreprises. Et on peut avoir un troisième aspect qui est un peu plus récent mais qui est assez intéressant, c'est l'aspect transition environnementale et investissement à impact, où on peut, pour avoir une entreprise qui est déjà à impact ou pas, en tout cas chercher à financer un projet qui lui-même est à impact ou mène à une transition écologique
typiquement financer une flotte de véhicules verts. On l'a vu pour les obligations vertes par exemple sur les marchés. On peut tout à fait l'imaginer, ça existe aujourd'hui, ce type de produit. Faire un appel au public, même non coté, mais sur un produit qui va financer une transition et avec un produit qui est paramétré justement pour tenir compte de l'impact transition dans les performances du produit. Donc une performance financière et extra-financière, c'est tout à fait possible sur du non-coté et ça à nouveau contribue très largement à améliorer l'image de l'entreprise auprès de son public final ou de ses clients qui sont intermédiaires si c'est pas du B2C. Donc toutes ces problématiques rentrent en ligne de compte dans le choix de ce financement, cette modalité de recherche de financement plutôt, qui de toute façon requiert une étude préalable en termes de stratégie à la fois financière et de communication également. L'ouvrage a été écrit à l'occasion d'une réforme, enfin même d'une double réforme qui résulte du règlement Prospectus 3 et de la loi Pacte, qui ont créé pas mal de nouveautés en matière de possibilités d'appel public à l'épargne par les sociétés non cotées. Et ces nouveautés viennent s'ajouter à un socle de réglementation. Donc un des premiers points qu'on peut retenir de ces nouveautés, c'est la possibilité pour les coopératives de forme société anonyme d'ouvrir leur capital au public, donc en offrant la souscription de parts sociales, ce qui auparavant était interdit. Donc pour ce type de sociétés, qui sont des sociétés de l'économie sociale et solidaire, il est désormais possible de se financer en fonds propres auprès du public. C'est généralement associé à une réduction d'impôt et qui présente un intérêt assez fort et donne lieu à pas mal de levées de fonds chaque année. Et c'est vraiment une bonne chose pour ce type de société de pouvoir se financer ainsi. Sachant que ce ne sont pas des sociétés qui offrent beaucoup de rentabilité, mais en revanche qui déclenchent une forte adhésion au projet d'entreprise qu'elles portent et à l'intérêt qu'elles ont pour la société en général. Le deuxième point qui résulte du règlement Prospectus et de l'application qu'il reçoit en France, c'est la possibilité de faire des appels publics à l'épargne exemptés de prospectus, dès lors que le montant total de la levée de fonds porte sur un montant inférieur à 8 millions d'euros sur 12 mois glissants. Donc juste pour un petit rappel, la réglementation actuelle relative aux appels publics à l'épargne, pour une partie de sociétés de forme de titre l'interdit et pour une autre, quand c'est permis, oblige à établir un prospectus. Donc c'est un document, le même document que pour une introduction en bourse, qui fait de l'ordre de 200 pages, qui est extrêmement coûteux à établir parce qu'il faut des conseils, il faut généralement une revue du commissaire aux comptes qui formalise un rapport de type lettre de fin de travaux, enfin tout ça, et c'est au moins 6 mois de travail et un coût significatif d'intervenance extérieure. Donc pour des opérations hors marché, il est vrai que ce coût est à considérer en termes d'opportunité. La nouveauté, c'est que donc en dessous du million d'euros, il est tout à fait possible de faire désormais un appel public à l'épargne avec une exemption de prospectus et simplement l'établissement d'un document d'information synthétique qui fait 10 pages, qui donc s'établit en moins d'un mois, à un coût bien moindre, et donc en termes d'efficacité permet déjà de tester l'appétence du marché, la façon dont le public reçoit l'offre de souscription, l'intérêt que ça déclenche et éventuellement de faire une forme de galop d'essai avant d'aller vers une offre de souscription de plus grande ampleur. Donc c'est un projet qui est très intéressant. 8 millions d'euros, ça représente quand même une somme assez significative pour une entreprise. Et c'est vraiment un des intérêts du règlement Prospectus et c'est rentré en vigueur en 2019, en 2019-2020. Un troisième point qu'il est important de rappeler, c'est que cette réglementation des offres au public de titres ou de l'appel public à l'épargne un pan autre que les prospectus ou le document d'information synthétique dont je parlais, c'est que toute la campagne de communication, les modalités de communication, que ce soit sur Internet, en MP, sur des messages type Insta, Facebook, etc., tout ça est réglementé. Pour une partie, quand c'est individuel, c'est interdit par la réglementation française quand c'est qualifié de démarchage individuel, c'est-à-dire qu'on sollicite des gens individuellement alors qu'ils n'ont jamais rien demandé pour proposer de souscrire dans l'offre en particulier. Généralement, ça risque de qualifier du démarchage, c'est pénalement sanctionné.
Et par ailleurs, toute la campagne de communication, que ce soit dans la presse ou dans la publicité qui n'est pas individualisée, donc une page internet ou sur un wall, sur un site, ou des présentations globalisées, accessibles à tout le monde, ça c'est de la publicité. Tout le contenu est réglementé, la façon de formuler les choses, l'équilibre, la mention des risques, etc. Le contenu est réglementé. Et ça, c'est souvent un aspect qui est un petit peu ignoré en pratique et qui a des enjeux assez forts puisqu'il y a des sanctions associées. Donc ça existait déjà. Mais simplement, comme c'est possible, il est possible aujourd'hui de faire des appels publics à l'épargne inférieurs à 8 millions d'euros sans prospectus, avec une documentation simplifiée. Donc ça, c'est formidable. Il ne faut juste pas oublier que la documentation qu'on appelle promotionnelle dans notre jargon de juriste, elle est également réglementée. Et donc, il faut absolument travailler avec des gens qui sont spécialisés sur le sujet pour que la communication soit efficace d'un point de vue marketing et compliant d'un point de vue juridique.